Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble pour les débats. On est ravis de vous retrouver. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Sud Radio. Parlons vrai, tout le monde a la parole. Vous pouvez nous appeler 0826 300 300, surtout si vous n'êtes pas d'accord. On vous attend. Alors aujourd'hui pour débattre, Frédéric Dabi, bonjour. Vous êtes directeur général de l'IFOP. Merci d'être là. Vous allez nous éclairer sur l'état de l'opinion. Sophie de Menton, bonjour, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Serge Grouard, ravi de vous avoir en studio avec nous, maire LR d'Orléans. Bonjour à vous. Et Régis de Castelnau, bonjour Régis. Bonjour tout le monde. Avocat, vous êtes avocat, votre blog Vue du droit où vous donnez votre avis, vous commentez l'actualité, je le recommande. Vous avez publié une justice politique aux éditions L'Artilleur et vous êtes membre de la rédaction de Front Populaire, le journal de Michel Onfray qui sera d'ailleurs l'invité d'André Berkoff. On va évidemment revenir sur le pass sanitaire obligatoire pour près de 2 millions de salariés. On va en parler, on va parler des trous dans la raquette parce que c'est pas évident à appliquer ce pass sanitaire. La rentrée politique, la droite en ordre dispersé, la gauche où est-elle? Et puis les 30 km à Paris et dans de très nombreuses villes. On va en parler avec vous. Dites-nous ce que vous en pensez. Alors petit tour de table de ce qui a retenu votre attention, vos coups de cœur, vos coups de gueule, vos indignations. Frédéric, commençons avec un coup de cœur. Vous êtes positif. Oui, je commence par un coup de cœur pour commencer cette longue année, mais les coups de gueule ne manqueront pas. C'est un coup de cœur lié à la sortie d'une nouvelle revue. Alors je vais faire de la publicité, que je la montre là sur. Ça s'appelle. Parlez bien dans le micro. Ça s'appelle l'Inspiration politique. Déjà il en faut. Une revue qui tirer beaucoup dans ce contexte de difficultés si fortes de la presse. Je suis tombé il y a quelques temps sur les audiences, sur le lectorat de grands journaux. Ça paraît absolument vertigineux par rapport à d'autres pays. C'est une nouvelle revue de débat et d'idées qui s'intéresse au territoire et qui est très marquée par l'innovation. C'est voir ce qui se passe dans les territoires et qu'est-ce qui marche pour pouvoir peut-être l'appliquer à l'échelle nationale. Et donc, en parler devant Serge Grouard, ce n'est pas anodin. Tant on sait que les Français ont le sentiment que c'est du côté des territoires que les solutions se trouvent. Donc, c'est une très très belle revue. Je ne fais pas d'action dedans. Il y a une couleur politique alors, elle a été fondée et présidée par Frédéric Durand, qui est un journaliste qui a dirigé la Marseillaise. Elle est plutôt classée à gauche, elle se considère comme progressiste. Ne faites pas cette tête, ma chère Sophie. Il y a le droit d'avoir une gauche dans ce pays, une droite, etc. Et donc, voilà. Et je trouve que c'est pas mal aussi que cette revue s'inscrive dans le long terme et pas dans le court-termisme si fatigant des réseaux sociaux et parfois des chaînes d'information, de certaines chaînes d'information. Donc voilà, je fais de la publicité pour cette très belle revue. Ça s'appelle l'Inspiration politique. Ça coûte combien? Elle coûte 14 €. C'est une somme, mais c'est une belle revue. En tout cas, le deuxième numéro sortira fin octobre et sera consacré à la jeunesse qui sera peut-être le grand sujet de la présidentielle. Alors, je vous lis un premier message d'un de nos auditeurs. Les collabos sont rentrés de vacances. Vous êtes allés où? En Israël, pays du vaccin qui sauve le Covid. En Chine, pays de la surveillance généralisée. Je me suis déjà fait traiter de macroniste dans la première heure alors que j'avais rien dit du tout. Raison de plus pour lire l'inspiration politique et des revues qui ne sont pas dans la polémique stérile. Je ne sais pas, on va évidemment parler du vaccin, mais tout de même, en quoi le vaccin est un sujet politique. Et effectivement, moi j'ai entendu des gens me dire je ne me vaccinerai pas parce que Macron a demandé à ce qu'on se vaccine. Surtout Valérie, pourquoi utiliser ce mot collabo? Pourquoi systématiquement recourir à cet épisode le plus tragique de l'histoire de l'Europe et de l'histoire de France? Il y a une obsession et on voit ce que ça veut dire quand on a de telles obsessions. Voilà, non, mais c'est pour vous donner la tonalité. Oui, écoutez, Serge Grouard, vous avez un coup de gueule. Oh, c'est un coup de gueule. Alors, on va changer complètement de sujet, là, puisque... Mais c'est bien, ce tour de table est fait pour ça, pour sortir... C'est une décision récente de la Commission européenne et qui est passée relativement inaperçue et que je pense importante. Je vais faire un petit retour en arrière, il y a pas mal d'années. La crise de la vache folle, vous vous souvenez? Donc, ces bovins que l'on voyait trembler dans les champs, qui nous venaient d'Angleterre au début. Donc, on est dans les années 80-90, avec un risque d'ailleurs avéré de transmission à l'homme par des formes dérivées de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Donc ce sont des choses lourdes et graves. Et donc l'Union européenne décide en 1994 d'interdire les farines animales. Et c'était tant mieux. Et la France d'ailleurs avait même refusé d'importer du bœuf anglais. Et ça va durer jusqu'au début des années 2000. Et
Et puis là, on ne sait pas pourquoi. Décision de la Commission européenne, qui, alors on ne parle plus de farines animales, mais ça revient au même, on parle de protéines animales transformées. Vous savez, on met toujours des mots beaucoup plus jolis, mais en fait, ça revient à peu près au même. Alors on ne dit plus c'est pour les bovins, on dit c'est seulement pour les cochons et pour la volaille, et on va réintroduire ces farines animales. Alors l'Union européenne nous dit, mais on prend toutes les précautions, on ne pourra plus, par exemple, alors on voit des trucs comme ça quand même, on ne pourra plus utiliser des animaux morts ou malades. Voilà, donc on est franchement rassurés. Voilà, là on est très rassurés. Et donc on va nous remettre ça dans nos assiettes. Et on nous dit également, ça c'est quand même intéressant, que l'on a vérifié que le principe de non-cannibalisme sera bien respecté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner des farines animales de cochon à des cochons ou des farines de volaille à des volailles. Alors on est totalement rassurés, moi je ne le suis pas. On parle beaucoup aujourd'hui d'agriculture raisonnée, on parle de circuits courts, on parle de malbouffe, et c'est vrai qu'il y en a marre de cette malbouffe. Ce sont des sujets importants, tout ça, dont on parle moins, notamment pour ce qui me concerne, dans notre microcosme politique, comme disait Raymond Barre. Je pense que ce sont des sujets fondamentaux et qui engagent des politiques lourdes. Voilà. Alors pourquoi est-ce que l'on fait ça ? Bah parce que ça coûte moins cher. Voilà. Donc on gagne un peu. Et on a oublié. Et à l'arrivée, c'est nous qui consommons. Je vous dis franchement, moi, j'ai pas envie de manger de poulet avec des protéines animales transformées. Voilà. Donc c'est un coup de gueule pour dire. Et puis derrière tout cela, c'est l'image également que l'on donne de l'Union européenne, la Commission européenne. Il y a une contestation lourde et forte, puissante. Je veux dire qu'on arrête avec ce genre de choses. Et c'est passé en catimini. Est-ce que vous en avez entendu parler ? Quasiment pas. Pas du tout. Voilà. Donc on va se retrouver ça un prochain jour, je ne sais pas quand exactement, dans nos assiettes, on ne sera pas au courant. Bon, voilà. C'est un petit peu aussi ce qu'a dit Valérie Pécresse sur l'Europe, c'est autre chose que de calculer la taille des cages à lapins. C'est un petit peu là où on en est. Sur ce point, je suis bien d'accord. Régis ? Si on a le temps, simplement rappeler que la crise de la vache folle, c'était quelque chose de... Vous m'entendez pas ? Alors, je vais vous donner la parole au retour. On marque une pause, c'est l'heure du journal et on se retrouve dans un instant. Et je rappelle que vous pouvez nous appeler sur Sud Radio si vous n'êtes pas d'accord, si vous voulez réagir. Vous avez la parole, tout le monde peut s'exprimer. 0826 300 300, à tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, bienvenue si vous nous rejoignez. On est ensemble pour débattre et commenter l'actualité avec Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, Serge Grouard, maire LR d'Orléans et Régis de Castelnau, avocat. Vous avez publié une justice politique aux éditions L'Artilleur. On va parler du pass sanitaire obligatoire pour près de 2 millions de salariés. Ça ne va pas sans poser un certain nombre de questions légales, d'organisation, de compréhension même parfois. On parlera politique évidemment, la droite en ordre dispersé, puis si on a le temps, des 30 km à Paris et qui est une mesure qui risque de se généraliser dans de nombreuses autres villes. Alors Serge Grouard a poussé un coup de gueule contre l'autorisation par l'UE de farines animales pour les cochons et les poulets. Ça fait pas mal réagir de nos auditeurs qui nous disent enfin quelqu'un qui parle de cette décision. Alors Régis, c'était l'heure du journal, vous n'avez pas pu réagir à ce que disait Serge Grouard. C'est pas du tout pour défendre la mesure qui a été prise, j'ai pas suffisamment d'informations, mais je me rappelle de la crise de la vache folle, où d'ailleurs le découvreur du facteur, qui était le prion, c'est une nouveauté, c'était pas un virus, pas un microbe, a eu le prix Nobel d'ailleurs, pour ça c'était mérité. On a pris des mesures assez drastiques, et je pense que c'était normal. On a abattu des troupeaux, surtout en Grande-Bretagne, en très grand nombre. On a interdit les farines animales. Et finalement, je veux dire, l'épidémie, y compris dans le cheptel, ne s'est pas produite. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas ce qui nous est proposé, mais sur le principe de précaution, Alain Bauer, à propos de la crise du Covid, nous a expliqué ce qui avait été fait pour la pandémie, je ne me rappelle plus son nom, où on avait des vaccins partout, c'était des masques, etc. Ça avait été extrêmement précautionneux, et que comme cette épidémie n'a pas eu lieu, je ne sais plus quel SARS-CoV c'était, eh bien on a tout foutu en l'air. Et on s'est retrouvé, et c'est assez extraordinaire. Donc cette précaution qu'on avait prise,
et qui est peut-être aussi à l'origine de l'absence de la pandémie à l'époque, il faudrait peut-être continuer, parce que c'est nourrir des herbivores ou nourrir des herbivores avec des protéines animales, c'est ce qu'on disait. Quand même, ça pose de sacrés problèmes. Hein. Oui, absolument. Et puis on a la mémoire courte, encore une fois. Absolument. Alors vous, votre coup de gueule, cher Régis? Je vais me tourner vers Serge Grouard. Donc, c'est pas moi quand même. Non, parce que lui, il a probablement un avis là-dessus. C'est le statut juridique de Paris, qui est une commune comme les autres, alors qu'elle est la capitale de tous les Français. J'ai connu la réforme de 1977, où je me tourne vers Sophie, on avait échappé à la dictature du prolétariat, puisque le candidat communiste Henri Fisbin avait raté la mairie de 5000 voix. Bon, c'était Jacques Chirac qui l'avait emporté. Aujourd'hui, on a... on parlera de la limitation de vitesse, mais je parle de l'état. Il a plutôt raté un arrondissement. Ça me paraît bizarre que la ville de Paris ait failli tomber aux mains du PC, mon cher... Si, Frédéric. Il y avait surtout la division de la droite, Chirac-Dornano, mais j'ai pas... Bon, Non, il y avait on va pas rappelez-vous 77. Et donc allez-y, je ne suis pas votre... L'Union de la gauche avait fait un carton, et c'était le mode de scrutin. Hein, oui, c'est le mode de scrutin. Etc. Ouais. Hein, donc c'était ça. Bon. On peut avoir le plus de voix possible à Paris et ne pas être... En 77, le statut PLF n'existait pas. Venons-en au fait. C'est comme Trump, qui avait 7 millions de voix de retard et qui a perdu pour 30 000 voix dans les swing states. Bon, non, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, on a une ville qui est confisquée par 14, 15, 16% des inscrits de cette ville. Hein, et on voit aujourd'hui dans quel état elle est. Mais absolument, mais il a raison. Il y a eu un vote. Il y a eu un vote. Les autres, ils font quoi? Les autres, ils font quoi? Mais attendez, il faut être sérieux. C'est la même chose que pour le président de la République. C'est la même chose que pour le président de la République. 20% ou 22% de l'électorat. Oui, non mais attendez. C'est la capitale de la France, je trouve qu'il a raison. Là, c'est la capitale de tous les Français. C'est une vitrine de notre pays qui est, disons-le, actuellement saccagé partout dans le reste du pays. Vous avez l'intercommunalité, vous avez des métropoles, vous avez des communautés urbaines, des communautés d'agglomération, etc. Et on a ici une espèce de confiscation de Paris intramuros. Et aujourd'hui, avec une équipe qui représente faiblement cette population, qu'on le veuille ou non, et qui fait n'importe quoi. Je suis tout à fait désolé. Moi, j'habite Gare de Lyon quand je suis à Paris. Hier soir, c'était l'émeute. Il a raison. Alors, on va pas... Moi, je vais dire... Non, c'est un vrai sujet, ça. Moi, je vais parler en tant que sondeur indépendant qui a déjà travaillé pour la droite, pour la gauche. Excusez-moi, des élections municipales ont eu lieu le 15 mars et en juin 2020. Il y a eu bien sûr une abstention extrêmement forte. J'imagine qu'à Orléans où Serge a été brillamment réélu, il y a quand même eu une abstention forte. On peut dire Serge Grouard n'a été élu que par X% des ordonnances. Serge Grouard a été élu. Anne Hidalgo a été élue. Donc, c'est aux gens qui ne sont pas allés voter être déçus. Je ferai référence à son IFOP qui est sorti ce matin pour Mister Turbo sur les 30 km/h. On a une majorité de Parisiens qui y sont favorables. Oui, non, mais alors attendez, je suis désolée là-dessus. Et tous ceux qui viennent travailler à Paris, ça pose pas. Paris a un statut spécial. Non, attendez, je fais juste dire une chose, c'est que c'est un statut spécial. C'est son statut juridique. Voilà. C'est pas une ville comme les autres. C'est pas une ville comme les autres. Donc c'est son statut juridique. Un statut particulier. Oui, c'est-à-dire que je ne comprends pas le lien. Mais je vois pas le lien. Je dis que c'est un statut. D'accord. Je ne comprends pas le lien que fait Régis de Castelnau entre une sorte de confiscation et le statut de Paris. Ce sont pour moi deux choses qui sont dissociées. Il y a eu effectivement, comme a dit Frédéric Dabi, il y a eu une forte abstention partout sur les municipales et tout le monde l'a regretté, bien évidemment. On en est d'accord. Après, la maire de Paris a été élue, elle est démocratiquement élue, elle applique une politique. On peut ne pas être d'accord avec cette politique, c'est une chose. Mais c'est peut-être effectivement... Non, alors si vous permettez, je vais aller... Son programme, me semble-t-il. Je voudrais dissocier deux choses à Avant 1977, Paris n'avait pas ce statut. Les 36 000 communes de France l'avaient. Ça change quoi? 35 999. Absolument, il n'y avait pas de maire à l'époque puisque c'était le préfet de Paris.
qui était en gestion d'ailleurs avec le Conseil de Paris. Parce qu'on considérait que la capitale de la France relevait de la gestion de l'État. Là, votre argument, il se tient. Aujourd'hui, c'est le statut juridique. Donc, Régis dit qu'il faut abolir le statut de maire de Paris. Est-ce que je peux dire un mot? Alors, Sophie, je pense qu'il faut distinguer deux choses et il va falloir réfléchir à ça. Distinguer effectivement la politique politicienne avec le nombre d'abstentions. Est-ce qu'on a France entière, et le fait que Paris n'est pas une ville comme les autres, c'est la capitale de la France, la saleté, la salubrité, le 30 à l'heure décidé comme ça, je veux dire qu'il y a des décisions qui sont prises en permanence. Paris est une véritable ruine en ce moment, on craint le pire, et donc je dis que on est en train de confisquer effectivement la capitale de la France, l'image de la France, les touristes sont effondrés. Mais non, mais c'est pas la ville, c'est le Covid. On a beaucoup de franchement, on n'est pas sérieux. Non, j'ai pas dit qu'ils étaient pas là, j'ai dit qu'ils sont effondrés quand ils sont là. Oui. Je dis qu'il faut trouver quelque chose d'autre parce qu'on est en train d'entamer gravement une image qui va bien au-delà d'une ville comme les autres. Donc je suis d'accord avec Régis. Allez, on a beaucoup d'auditeurs qui n'habitent pas à Paris, donc qui ne se sentent peut-être pas très concernés par ce sujet. Sophie, votre coup de gueule. Je vais être très rapide parce que j'ai malheureusement un coup de gueule général de rentrée. C'est-à-dire que je suis arrivée, je suis effondrée. J'ai un coup de gueule pour le délire politique qui est en train de se mettre en place à droite, les ambitions personnelles, les retraits, les médias qui font des héros de ceux qui ont renoncé. On a des doubles pages sur les secrets de celui qui a renoncé. On a, c'est absolument extraordinaire, on a des anti-Covid qui défilent, on se demande pourquoi, qu'on compare à des gilets jaunes, on ne comprend pas. On a un pass sanitaire, autant je suis pour le vaccin, autant le pass sanitaire c'est ubuesque. On va en parler. On va en parler bien sûr, je parle des entreprises, de votre PME, de la PME que vous dirigez. Qu'est-ce que vous allez faire ce matin pour ceux qui veulent, ceux qui veulent pas. Je cherche un peu ce qui va bien. Et j'ai pas trouvé, donc je vais attendre. La semaine prochaine, je vous jure, je vais essayer d'avoir un coup de cœur. Mais il va falloir que les Français se reprennent aussi un peu, parce que c'est pas le gouvernement, ce sont les Français. Je veux dire, ceux qui sont dans la rue, qui râlent surtout, qui se plaignent, c'est aussi les Français. Il va falloir un tout petit peu qu'on fasse un effort de discipline dans tous les domaines. Y compris d'ailleurs au sein de nos familles, etc. Et puis il va y avoir les enfants qui vont rentrer en classe, on comprend pas ce qui se passe. Voilà. Vous partagez ce que vient de dire Sophie de Menton, je partage en partie, mais je pense, et je suis élu, vous voyez, je vais me servir à moi-même comme Cyrano, je pense qu'il y a une responsabilité politique très lourde qui effectivement ne date pas d'hier, qui date de décennies, où nous ne faisons pas ce qu'il faut faire pour redresser ce pays. Alors comment convaincre les Français de leur dire oui, on va faire des efforts, mais c'est vrai que tout le monde en a marre de faire des efforts, pourquoi ? Donc, et ce que vous dites, moi je vais le dire, alors je ne vais pas me faire que des amis, mais c'est vrai que cette pétaudière politique que l'on voit à l'approche de la présidentielle, ça suffit. La France est dans une situation extrêmement grave, je pense qu'on dévisse complètement. Voilà. Et pendant ce temps-là, chacun y va de son petit ego personnel. Voilà, donc ça suffit. Moi, je suis un vieux gaulliste. Donc, j'imagine De Gaulle aujourd'hui. Alors, on va me dire, faut pas dire ça parce que c'est ringard, c'était il y a longtemps et tout, mais je m'en fous. C'est une réalité. Aujourd'hui, la France se porte mal, tous les indicateurs sont au rouge, et nous, pendant ce temps-là, c'est pas amusons-nous Folleville, mais c'est, on va, chacun est candidat, comme si on était dans un concours du meilleur, je sais pas quoi. Voilà, enfin, c'est la présidentielle, c'est une grande puissance, la France. On la redresse ou on la redresse pas, et pour ça, on met un collectif en place. Alors, quand je dis ça, on me dit, je suis naïf. Mais enfin non, je ne suis pas naïf, ça s'est passé aussi dans certaines périodes de notre histoire où on a su faire face, on a su se redresser, et la France... Moi qui aime beaucoup l'histoire et notamment l'histoire de France, je constate qu'elle a cette capacité de rebondir quand on ne l'attend plus. Alors je crois vraiment que le moment est venu, et moi j'en appelle aux uns et aux autres dans la vie politique pour peut-être s'effacer un peu au profit du collectif. Alors on va en reparler avec vous, Frédéric Dabi, sur l'état de la France que vous sondez régulièrement, et sur les préoccupations des Français en particulier. Puis on parlera évidemment de ce pass sanitaire assez incompréhensible dans son application. À tout de suite.
avec vous sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à midi et on débat. Voilà, Sophie nous a. Voilà, c'est comme ça. Une saillie drôlatique. Une saillie drôlatique, comme dit notre ami Frédéric Dabi. Donc, l'état de la France, on a eu un commentaire intéressant de Serge Grouard après ce désespoir de Sophie de Menton sur cette rentrée. Ils sont dans quel état, les Français? Alors déjà, je voulais rebondir sur ce que Serge Grouard a dit sur le déclin de la France. J'ai envie de dire, malheureusement, c'est un constat partagé par les Français. Vous vous rappelez de notre enquête du mois de juillet, Valérie, la radioscopie d'électorat En Marche, on était parti d'un échantillon de 4000 Français. On a 3/4 des Français qui considèrent que le pays est en déclin. Est-ce qu'ils ont tort? Alors, ce n'est pas à moi de le dire, mais en tout cas, on n'a jamais eu un chiffre aussi fort. Voilà, et quand on prend tous les indicateurs objectifs, pratiquement nulle part on s'améliore. Et il y a les entreprises du CAC 40. Je vais peut-être. Prenons les entreprises, le nombre d'entreprises françaises dans les 100 ou 500 premières, il diminue et on est effectivement ciblé essentiellement sur le luxe. La désindustrialisation de la France est une évidence. Oui. Alors, pardon, Frédéric, allez-y. Donc, on a quand même, c'était pour répondre à ce genre, c'est un constat partagé. Maintenant, en cette rentrée, on a posé notre question annuelle que l'on pose depuis une trentaine d'années sur les préoccupations des Français. On a des choses qui sont très très intéressantes et qui montrent souvent un décalage entre l'opinion publique et le traitement médiatique. Beaucoup de médias mettent énormément en avant des questions de délinquance, de terrorisme. Ce sont des sujets préoccupants, certes, mais ils sont devancés par la santé. C'est la 3e année de suite que la santé arrive en tête comme la première. Non, mais ce n'est pas lié au Covid, puisque c'était pour le Covid n'a fait qu'amplifier. Déjà en septembre 2019, Sophie, il y avait eu la grève des urgences. Serge Canelu de terrain voit la question de l'accès aux soins des déserts médicaux. Bien sûr. Voilà des vrais sujets. Oui. L'éducation, vous parliez du déclin. Oui, ce qui se passe sur les classements PISA, c'est bien sûr à pleurer. Et le pessimisme français, et c'est faux de dire que les Français sont pessimistes plus que les autres. Ils ont un pessimisme de projection. Ils sont plus inquiets que les autres pour le devenir de leurs enfants, et ce pessimisme se niche à l'école où c'est vrai que là aussi le Covid, les classes fermées, même si l'école française est restée beaucoup plus ouverte que le pays, contribue à nourrir cette inquiétude. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on est sur une double rupture par rapport à ce qu'on mesure ces dernières années. En contexte de crise économique, le chômage est très haut, le pouvoir d'achat est faible. Ce n'est pas le cas. Le chômage est en baisse en termes de préoccupation. On n'a personne à recruter. Et le pouvoir d'achat est un vrai sujet. Et puis, deuxième rupture, on se souvient de la phrase de Nicolas Sarkozy, l'environnement, ça commence à bien faire, de 2009 ou 2010. Là, alors que l'environnement n'est pas le premier sujet, ça reste un sujet très fort, et les Français opposent de moins en moins fin du monde, fin du mois, emploi et environnement. Donc on a, à quelques mois de la présidentielle, à 7 mois et demi, un tableau des sujets qui comptent, qui montrent que, pas un sujet ne s'impose, mais qu'on a des sujets qui sont assez différents. Donc par rapport la santé, l'éducation. Éducation, délinquance terroriste et chômage et pouvoir d'achat au même niveau et pas en tête. Traditionnellement en France, c'était un chômage de pouvoir d'achat. Les choses ont changé. Oui. Régis ? J'écoute ça avec intérêt. Le problème, c'est qu'effectivement, il y a des préoccupations. Il n'y a pas une préoccupation, semble-t-il, Frédéric, qui sort, qui émerge. On pensait à l'insécurité sur laquelle tous les partis ont surfé, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Mais en revanche, sur tous les sujets dont on parle, il y a un sentiment très pessimiste. On n'oppose plus fin du mois, les fins du mois sont difficiles, et fin du monde, on a peur de l'apocalypse. Effectivement, ce pays est en dépression. Et le bazar que l'on voit à la rentrée, après une année sans été, parce que ça a été quand même assez particulier, les gens qui avaient pris leurs vacances dans le Nord ne sont pas rentrés avec un moral de plomb. Non. Donc, je pense effectivement que la rentrée, mais je crois que les choses vont un peu se tasser, c'est normal, mais ce foutoir dont on a l'impression, y compris avec les manifestations, il est lié à cette dimension dépressive. Oui. Mais à cause de quoi? C'est ça qui m'intéresse beaucoup. Parce que, non, mais je sais, mais il y a un vrai sujet. Est-ce que finalement les médias nous sapent pas le moral toute la journée? Parce que vous pouvez plus. Comme vous lisez, je lisais les journaux ce matin, vous écoutez la radio, vous mettez la radio le matin.
il n'y a que des catastrophes. Je ne parle même pas de l'Afghanistan qui est une véritable catastrophe humanitaire. Mais il y a une déception partout. Je pense aux féministes qui râlent pour la moindre chose dont on n'a pas entendu parler pour les femmes en Afghanistan. Non, mais c'est l'amplificateur des médias sur des minorités parfois et à qui on accorde une importance totalement démesurée. Je voudrais qu'on parle du pass sanitaire. Le pass sanitaire donc, qui s'applique à près de 2 millions de salariés à partir d'aujourd'hui. Pass sanitaire obligatoire pour travailler dans certains lieux de loisirs, d'accueil du public, des restaurants. Ça va se mettre en place. Il y a une petite tolérance, mais c'est vrai qu'on a un petit peu de mal à comprendre la cohérence, pour être tout à fait honnête, de ce pass sanitaire, enfin l'efficacité réelle. On a un auditeur qui voulait réagir, je n'ai pas son prénom. Jean, bonjour Jean. Bonjour. Bonjour. Alors je vais comme vous aimez bien les scoops, je vais vous en donner un. Ouais. Donc quand je m'occupe d'organisation patronale. Alors aujourd'hui, on a eu l'arbitrage, parce que vous savez, sur le pass sanitaire pour les salariés, il y avait un arbitrage assez loufoque qui était de savoir si les cuisiniers ou pas étaient englobés dans le pass sanitaire ou pas dans le même restaurant. Ouais. Alors prenez des notes, vous allez voir, c'est croustillant. Ah, vous êtes Jean de Longjumeau, restaurateur. Ah ouais, voilà. On vous connaît. Alors allez-y, racontez-nous. Allez, prenez des notes. Arbitrage final sur pass sanitaire et cuisine. Écoutez bien, dès l'instant où l'espace de cuisine n'est pas ouvert au public et que le personnel de cuisine n'intervient jamais aux heures d'ouverture dans les espaces ouverts au public, il n'est pas soumis au pass sanitaire. En revanche, dès l'instant où ces conditions ne sont pas réunies, cuisine ouverte, personnel de cuisine servant les plats en salle ou participant au service, le personnel de cuisine devra disposer d'un pass sanitaire valide, comme tous les salariés du restaurant intervenant auprès du public. Mais qui fait ça? Qui rédige des trucs pareils? C'est un énarque, ça. C'est la haute administration. C'est des marques pures, ça. Alors, ça veut dire que ça veut dire que si je dis bien, enfin j'essaye de comprendre. Ça veut dire que où sont les cuisiniers pendant le service? Donc il ne faut pas qu'ils soient là. Non. Donc ça va être un peu bizarre. Quand ils vont manger entre eux, le personnel, donc il y en a qui auront un pass, d'autres qui n'auront pas de pass. Vous avez donc un mec qui fait du kebab, qui est en train de couper devant vous, donc il peut plus. Donc il faut qu'il aille couper derrière. Non mais attendez, c'est-à-dire on vient de créer aujourd'hui un pass dans le pass. Dans le même restaurant. C'est une impasse. Oui, c'est une impasse. Oui. Bravo, c'est exactement ce que je pensais. C'est une impasse. Sans compter que de toute façon, moi, excusez-moi, je vais utiliser la phrase de De Gaulle, arrêtez d'emmerder, pas de Gaulle, c'était déjà pas mal, mais Pompidou. Arrêtez d'emmerder. C'était Pompidou. Ouais. Ce pass sanitaire, c'est quand même insupportable. On stigmatise une profession comme si les restaurants avaient été un jour décriés comme étant des clusters. C'est faux, archi faux. Il n'y a rien qui l'a jamais prouvé. On nous a fermés, on nous a aidés. Merci beaucoup. Maintenant, on regrette de nous avoir aidés si on écoute un peu le gouvernement. On leur a donné beaucoup d'argent. J'ai même un journaliste qui m'a dit « Vous avez été inondés d'aide ». Non, on n'a pas été inondés. Moi, j'ai perdu 200 000, j'ai perdu 50 000. C'est pas inondé, ça. Et en 35 ans, des charges et des impôts, j'en ai payé un paquet. Ouais. Donc, on nous a aidés pour nous éviter de nous casser la figure et de pouvoir ouvrir dans les meilleures conditions. Maintenant, il ne faut pas regretter ce qui a été fait. Donc, si le quoi qu'il en coûte aujourd'hui est regrettable, parce que le sur-mesure, il aurait dû être fait depuis le départ. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire, vous, concrètement? Vous allez demander le pass sanitaire à vos salariés? Alors moi, je fais un truc super parce que je ne suis plus au bout de 37 ans restaurateur. Oui. J'ai vendu mon affaire et je suis hyper content d'avoir réussi à trouver un acheteur entre les deux confinements. Mais les restaurateurs, aujourd'hui... Mais qu'est-ce qu'ils vont faire, vos collègues? Parce que vous avez des responsabilités syndicales, donc vous êtes au contact d'autres restaurateurs. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Aujourd'hui, il y a 82-85% des salariés qui sont vaccinés. De toute façon, on n'a pas le choix. Macron, il n'a pas pu nous l'obliger puisque c'est qu'en 2023 qu'on pourra obliger le vaccin. Donc, on passe par les intermédiaires pour faire les flics à la place du gouvernement. Et donc, on demande aux gens pour venir au restaurant d'avoir un pass. Donc, le personnel, il n'y a pas trop de soucis. Il n'y a jamais eu trop de soucis d'ailleurs avec le pass sanitaire dans les restaurants, quoi qu'on ait pu dire. Ça s'est techniquement bien passé. Maintenant, c'est vrai que d'avoir un contrôle policier dans un restaurant, quand vous êtes à table, c'est pas le plus agréable, mais globalement, il n'y en a pas eu tant que ça. Il y a eu un effet d'annonce, il y a eu un effet de contrôle. Et puis globalement, le pass est passé. Oui, je pense que le pass... Merci Jean, en tout cas, de ce témoignage. On va marquer une pause, mais ce qui est évident, c'est que ce pass a été annoncé pour contraindre les gens à se faire vacciner. Parce qu'à l'application, on voit que c'est une usine à gaz et que c'est absolument ubuesque. Mais c'est intéressant de voir pourquoi c'est une usine à
à gaz. On va y revenir parce que là, c'est l'heure de la pub. Quelques petites secondes et on est avec vous, 0826 303. Avec vous sur Sud Radio et nous débattons, nous parlons de ce pass sanitaire qui est obligatoire pour les salariés qui travaillent avec du public. Vous avez entendu Jean, qui était restaurateur, content de ne plus l'être, qui nous racontait quand même l'usine à gaz, c'est-à-dire qu'on a créé un pass sanitaire dans le pass sanitaire. L'exemple de la cuisine est assez édifiant, c'est-à-dire que ceux qui sont dans la cuisine n'ont pas obligation d'avoir un pass sanitaire. En revanche, si votre cuisine est ouverte, vous devez l'avoir, mais quid des repas pris en commun? Enfin, on voit que ça n'a pas sens. Sophie, vous lirez. Ah oui. Oui, je voulais réagir sur plusieurs choses. Oui, sur plusieurs choses. Alors, d'abord, il faut quand même dire une chose. Le pass sanitaire a été décidé pour mettre la pression sur les Français pour qu'ils se vaccinent. Ils ne se vaccinaient pas. On avait du retard sur tout. On est devenu pratiquement leader dans le taux de vaccination. Donc, il faut quand même le reconnaître, ça. Et il faut se vacciner, quoi qu'en pensent ceux qui vont me traiter de tous les noms et de collabo. Il faut se vacciner. On a malheureusement quelqu'un qui venait autour de cette table, formidable pilote de ligne, qui a failli rester cet été, qui est resté en réanimation, etc. C'est terrible. Bon, alors ça c'est la première chose. Maintenant, ce qui est grave, c'est pas tellement que on est en train de faire une mayonnaise de ce pass sanitaire, c'est le système français qui est en jeu. Ce serait n'importe qui au pouvoir. Nous sommes dirigés par un État profond, par des petits chefs, par des fonctionnaires. Il y a un président de la République qui prend des décisions. Le président de la République ne va pas aller dire ce qu'il faut faire pour le pass sanitaire dans les restaurants. Il faut arrêter de penser. Le mec, il a une guerre en Afghanistan, il a des gilets jaunes, il a la réforme des retraites. C'est un sujet majeur, Sophie. Le pass sanitaire, c'est une décision. Non, mais c'est pas politique. à lui d'aller décider comment on applique le pass sanitaire. Non, mais on chacun peut pas, son boulot. Après, si vous lancez une loi ou si vous lancez une idée comme celle-là, et que vous savez que derrière, ça ne pourra pas être appliqué, mais il a une responsabilité. Il suffit de simplifier. Moi, je vais vous dire, j'ai pris l'avion, je n'ai pas été contrôlé, on ne m'a rien demandé. Et Frédéric, pareil, disait qu'en prenant le train. On vous dira, et le patron de l'aéroport, qu'est-ce qu'il fout? Donc, tous ceux qui nous parlent d'État totalitaire, moi, je n'ai pas eu un seul contrôle. C'est pas vrai. Il doit y avoir absolument partout une subsidiarité des contrôles. Il y a un patron d'aéroport, il donne des ordres. Comment ça se passe? Quand vous avez les syndicats à la SNCF qui disent jamais on contrôlera, et de toute façon, quand on me dit au wagon-bar, on contrôlera jamais parce que il faut que les syndicats soient d'accord et ils se réunissent dans 2 mois. Ouais. Ben non, donc arrêtez de. Moi, je veux bien qu'on flingue Macron, c'est pas un problème. Mais je veux dire, c'est pas lui. Politiquement. Les mots. Parce qu'on est dans un tel état. Et je crois qu'il a bien fait d'exiger qu'on soit vacciné. Serge, je crois que au travers de ce que disait Jean, on a un exemple, un exemple qui peut être généralisé à l'organisation de la France, et organisation qui nous contraint à un point qui devient insupportable. Ça s'appelle l'hypercentralisation du processus de décision. C'est-à-dire que vous soyez à Montauban, à Tarbes, à Lille ou à Perpète-les-Oies, vous avez exactement le même règlement qui s'applique, sauf que vous êtes dans des situations différentes, faisant que ce même règlement ne peut pas bien s'appliquer. Et vous avez un processus totalement vertical, et là, bloqué, où tout le monde applique, qui est totalement bloqué, et vous arrivez sur le terrain, et je le vis depuis 1 an et quelques avec cette crise, vous avez des situations ubuesques, et que vous essayez de vous en débatouiller, vous essayez de réparer le truc, vous essayez par exemple pour les écoles, parce que les questions dont on parle s'impliquent évidemment pour les écoles, les restaurants scolaires, etc. Et vous essayez, vous, de vous débrouiller de cela. J'ai relu, là, il y a peu de temps, un bouquin que je trouve remarquable, qui s'appelle Le mal français d'Alain Perfit. C'est pas récent. Et il vous décrit sur des siècles pourquoi ce pays est régulièrement bloqué. Et ça s'appelle notamment, je vais résumer et peut-être un peu trop simplifier sa démonstration remarquable, parce qu'il y a une suradministration et une hypercentralisation du pays. C'était l'Ancien Régime. Mais voilà, et quand on commencera... C'était quand on n'a pas tiré de leçons depuis... On avait tiré des premières leçons, notamment alors dans la période de Gaulle, avec les premières mesures de décentralisation. Mais on se souvient que De Gaulle perd le référendum sur la régionalisation. Ensuite, avec les lois de décentralisation, 81, 82, et depuis lors, on a fait de la bricole. Et aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de nos politiques publiques, et c'était très intéressant ce que Frédéric Dabi disait sur les préoccupations des Français, santé, sécurité, environnement, et éducation. Voilà. Ce sont des politiques publiques. Elles ne fonctionnent pas. Non. Je le vis
tous les jours. Bien Elle sûr. ne fonctionne pas. Bien sûr. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un État qui ne fonctionne plus lui-même. Et moi je dis, alors j'ajoute un 5e item à votre étude, c'est la réforme de l'État. Parce que tant que l'on ne fera pas la réforme de l'État, nous ne pourrons pas apporter ces politiques de santé, de sécurité, d'environnement et d'éducation Ah ouais, et autres. mais ça ne bouge pas. Voilà. Et c'est ça la réforme fondamentale Alors, pour les Régis, mois et les années à venir. Régis de Castelnau. La réforme de l'État, on l'a commencé avec les ARS. Ça a été une catastrophe. Je C'est partage l'avis de exact. Serge. C'est exact. Je partage Régis. l'avis de Serge et j'ai mon expérience de ça. Alors, la France, c'est suradministré, mais c'est ça qui l'a construit. Faut pas oublier Faut pas oublier que c'est un pays qui était très hétérogène et c'est un État fort qui a permis de le faire tenir et d'en faire une nation. De Gaulle veut faire la régionalisation en 1969. C'était une réforme remarquable. Il est battu après que M. Valéry Giscard d'Estaing, que toute cette haute administration se soit mobilisée contre lui. Ensuite, on a eu la décentralisation votée à l'unanimité en 1982, celle proposée sur la base du rapport Guichard, proposé par François Mitterrand. Depuis maintenant 20 ans, la haute fonction publique d'État n'a eu de cesse que de récupérer ce qui avait été décentralisé. Et on vient de le voir avec le Covid, cette verticalité, c'est-à-dire qu'il aurait fallu bien évidemment s'adapter, mais dès que les maires ont souhaité, en 2020, s'impliquer un petit peu, etc., dès qu'ils prenaient un arrêté, il était contesté par le ministère de l'Intérieur et le Conseil d'État les annulait. Donc ça, c'est la première observation que je voulais faire, c'est cet État, effectivement, cet État obèse et malheureusement inefficace. La deuxième, concernant le pass sanitaire. Le pass sanitaire, c'est une histoire assez extraordinaire. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que ce pass sanitaire ? C'est un outil coercitif pour obliger les gens à se vacciner. Alors, je suis pro-vaccin et j'en donne la preuve. J'ai mon rendez-vous pour la 3e injection. Vous voyez, c'est vous dire si je suis militant. 3e ? Bravo, Régis. Ah oui. J'ai l'âge, etc. Je peux vous dire que il fallait 6 mois. Le lendemain du délai de 6 mois, j'ai mon rendez-vous. Merci, merci Doctolib. Bon, donc c'est vous dire si je suis très pro-vaccin. Je suis pro-vaccin parce que je le sens comme ça et parce que je le considère comme ça. Je n'impose pas mon opinion aux autres. Je considère. Mais le vaccin n'empêche pas d'attraper le Covid, n'empêche pas de le diffuser. Ça protège des formes graves. Or, aujourd'hui, le pass sanitaire, si on s'en réfère à ces études, n'est pas une mesure vraiment sanitaire. Et ça ne protège pas. Vous pouvez, j'entendais un médecin dire, effectivement, vous rentrez dans un lieu où tout le monde a le pass sanitaire, vous pouvez être porteur du virus, contaminer quelqu'un, donc les gestes barrières continuent, le masque, lavage des mains, etc. Non mais Sophie a raison, c'était un moyen qui a fonctionné. Parce que le vaccin obligatoire, c'était pas possible. J'étais partisan, moi, au départ, du vaccin obligatoire. C'était pas socialement acceptable. Donc, on est dans un bazar, malheureusement. Et là, Serge a raison, je suis d'accord avec tout le monde aujourd'hui, sauf avec Frédéric sur la ville de Paris. Parce qu'il est on va trouver des sujets de convergence, Régis, n'ayez pas peur. mais peut-être sur l'arrivée de Haaland au PSG pour remplacer Mbappé. Non, il n'est pas parti encore, il n'est pas parti. Ce que je veux dire, c'est que il faut se débarrasser très vite de ces mesures, de ce pass sanitaire qui, effectivement, si ça s'instaure au-delà du 15 novembre, etc., si on repart avec ça l'année prochaine, on a une mesure bureaucratique, on a une mesure coercitive et par conséquent liberticide qui est pesante et dont certains pourraient souhaiter qu'elle se pérennise. Donc, je suis partisan du vaccin, mais opposé au pass. Oui, absolument. Je comprends, c'est très juste, je suis assez d'accord avec lui aujourd'hui. Ce que je dirais, c'est extrêmement intéressant, c'est construit et c'est complètement ce que les Français nous disent. Dans notre dernière enquête IFOP, JDD, on a presque 80% des Français qui sont favorables à la vaccination. Alors, oui, mais ils ne l'étaient pas. Attendez, je peux... Oui, laissez-la finir. Ils ont d'abord été attentistes en fin d'année et il y a je ne vais pas dire un résidu, il y a une minorité non négligeable parce que 20% dans une logique d'extrapolation, ça fait beaucoup de monde. Si je prends le corps électoral, ça fait 8 à 9 millions de personnes. Ce n'est pas rien. Mais c'est intéressant de voir que quand on passe de l'adhésion à la vaccination à celle au pass sanitaire, on n'a que 57%. C'est une majorité. Mais très clairement, pourquoi les gens sont favorables à la vaccination ? Parce qu'ils ont compris qu'il y a une sorte d'équation que les gens ont en tête qui est vaccination égale
empêcher le spectre d'un 4e confinement, de nouvelles mesures de restriction. Et passe sanitaire, c'est le moyen d'inciter les gens à se faire vacciner et donc de ne pas mettre en danger collectivement le corps social. Pour autant, les freins à l'égard du pass sanitaire sont très importants parce qu'ils touchent à l'imaginaire français. La rupture d'égalité entre les citoyens. Celui qui peut aller prendre son café en terrasse, celui qui ne peut pas. Et dans notre pays qui a une passion pour l'égalité, qui a une tendance à détecter toutes sortes d'inégalités, c'est extrêmement fort, oui, je suis assez d'accord. Et puis, l'idée qu'on est sur une question personnelle où se joue la liberté ou pas de se faire vacciner. Et quelle est la solution alors ? Je pense que très très clairement, et les mouvements anti-pass sanitaire s'affaiblissent, se pèsent très peu, c'est 0,2% du corps électoral. Très clairement, la montée en puissance de la vaccination fait que l'adhésion va encore progresser. Y compris au pass, y compris toutes ces situations ubuesques qu'on a vues. Je fais une petite parenthèse parce que nous, les PME, on nous laisse dans le vague le plus absolu. Hein. On en a parlé tout à l'heure avec votre invité DRH. C'est quand on a une dizaine de salariés ce matin, bon courage. Il y a celle qui veut pas, j'irai jamais, etc., etc. Elles sont dans les mêmes bureaux, on est obligé d'investir partout, on fait attention. Moi, je vais aller en télétravail. Non, on n'aimerait pas. Mais moi, je viens pas si elle n'est pas vaccinée. Enfin, je veux dire. Alors c'est bien de laisser de la liberté aux entreprises, je suis contre les lois, mais il y a un moment où alors on nous fait vraiment confiance. Non mais c'est extrêmement compliqué, j'entendais des restaurateurs aussi ce matin dire que c'était très compliqué, ou un collaborateur aussi qui disait qu'il a fait aller 4 fois au restaurant la semaine dernière et que dans certains on lui demande, dans d'autres on ne demande pas, qu'on montre le QR code qui peut très bien être... mais à la limite c'est pas tellement le contrôle, d'ailleurs ça prouve pour tous ceux qui pensent qu'ils sont dans un pays policier, ça prouve que le laxisme du contrôle laisse imaginer qu'on n'est vraiment pas dans un pays policier. Donc après tout, c'est pas plus mal qu'il y ait un certain laxisme, on s'en fiche. Ce qu'il faut, c'est que les gens se vaccinent. Notre ami Philippe David qui nous écoute dit pour que Frédéric Dabi et Régis soient d'accord sur Hidalgo, il faut qu'il parle de Michel Hidalgo. Mais attendez, moi je n'étais pas sur Michel Hidalgo, je n'étais pas sur Anne Hidalgo. J'étais sur le principe sur le principe d'une élection et du respect du choix des électeurs. Mais je comprends le point de vue de Régis pour revenir au régime avant 77, mais je ne suis pas d'accord. Frédéric, n'oubliez pas que je suis juriste, nous discuterons amicalement toujours de la sincérité d'un scrutin et du fait que sur le plan démocratique, quand vous avez 10 ou 15% des inscrits qui votent, ça ne donne pas une légitimité suffisante. Et ça vaut pour Hidalgo. Oui, mais enfin là, il y a eu de toute façon beaucoup plus que ça, en nombre de votants. Oui, les gens qui sont à Paris ne sont pas des Parisiens. Les gens qui viennent en bagnole, on va le voir avec le 30 à l'heure, etc. Les gens qui viennent travailler à Paris, c'est une masse considérable qui n'est pas consultée. Allez, Philippe David, que vous retrouverez d'ailleurs à l'antenne des Vraies Voix à partir de 17h. Voilà. On se retrouve dans un tout petit instant. Petite pause pub et on se retrouve, on peut en parler, du 30 km, de la rentrée politique de la droite. À tout de suite sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, nous parlons avec vous, nous conversons 0826 300 300. On a Marianne en ligne alors pour parler encore du pass sanitaire, mais on vous écoute. Marianne. Bonjour. Marianne, vous êtes là ? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez nous dire ? En fait, ce pass sanitaire, c'est complètement crétin parce que moi, je suis obligée d'aller me faire tester tous les 3 jours quand je veux accéder aux endroits où je dois aller, notamment les bibliothèques. Donc je me suis fait foutre dehors parce que je n'étais pas vaccinée. Donc voilà. Donc plutôt que de... Il sera plus remboursé, madame, le test. Alors là, vous allez avoir un problème parce que ce sera plus remboursé, vous savez, dans un mois. Oui, je sais, ça sera plus remboursé, mais c'est une façon de forcer les gens à se faire vacciner. Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Tout est gratuit. C'est pour ça que les gens sont dans la rue. Mais plutôt qu'il y a des entreprises qui fabriquent des purificateurs d'air, on les a pas installés dans les écoles, dans les lieux publics où les gens pourraient aller. On en a dans nos entreprises. Mais pourquoi est-ce qu'on n'oblige pas les profs à avoir le pass sanitaire et à se faire vacciner, tout ça parce que les familles vont descendre dans la rue, obligatoire. Descendre dans la rue, les enfants n'iront pas à l'école et les gens ne pourront pas aller bosser. C'est ça qu'il faut voir. Pourquoi vous avez quel âge, vous, Marianne ? Moi, j'ai 60 ans. Voilà. Et pourquoi vous ne voulez pas être vaccinée ? Parce qu'il y a des effets secondaires à court terme. Ça, on les a vus.
et à moyen et court terme. Vous les avez vus où? Il y a eu ça. Alors moi, J'ai perdu quelqu'un de très proche une semaine après son vaccin, et c'était pas la première personne. Mais alors, il y a un truc qui est, moi, je veux convaincre personne. Je pense qu'on convainc personne, ni les uns ni les autres. Il y a plus de 5 milliards de personnes qui ont été vaccinées. Le bénéfice-risque, bon, je veux pas me lancer dans le débat. Moi, ce qui m'étonne, c'est que tous les gens qui sont contre le vaccin ont tous dans leur proche entourage des gens qui ont eu des effets secondaires, et tous ceux qui sont vaccinés n'en connaissent pas. Donc des effets secondaires graves du vaccin, il y en a relativement très très peu. Et bon, encore une fois, en parlant avec des médecins cet été, quand vous regardez les gens non vaccinés qui se retrouvent aujourd'hui en réanimation, moi j'ai eu un médecin qui m'a raconté, ils ont été obligés de faire accoucher une femme qui était en coma, une femme de 32 ans qui avait un Covid. Donc les Covid sont graves. Après, c'est votre choix, effectivement. Mais les effets secondaires, ils ont eu quoi, vos amis qui ont eu des effets secondaires? Marianne? Là, notamment, une femme qui est en... Allô? Oui, oui. Oui, une femme qui est actuellement senior. Donc, qui avait des bouffées de chaleur, et ben depuis sa deuxième injection contre le coronavirus, ces bouffées de chaleur ont augmenté. Ouais. Et là, et preuve que le vaccin ne sert à rien, c'est qu'il faut une troisième injection. Vous avez vu jouer. Il sert pas à rien. Il sert pas à rien. Il sert à prévenir des formes graves. Après, c'est votre choix, c'est le choix. On aura, je pense, le témoignage d'un de nos intervenants qui était contre le vaccin et qui a été à deux doigts de mourir, on peut le dire, et qui l'a eu alors voilà, on culpabilise personne. Moi, je pense que chacun fait comme il veut, mais c'est voilà. Mais il y a un moment, comment vous allez faire quand il va falloir payer, Marianne? Je ne payerai pas, mais de toute façon, d'ici là, je pense qu'il y aura beaucoup de monde dans la rue, parce que là, ça commence à bien faire de prendre les Français pour des moutons, et que tout le monde tombe dans le panneau de Macron, parce que c'est clair et net, mais réfléchissez mais le panneau de Macron, il n'est pas le seul à tous les présidents du monde, tous les présidents de la République du monde. En quoi le vaccin, quand on se fait traiter de collabo, quand on dit qu'on est vacciné, non, je ne traite pas de collabo. Non, mais dans l'ensemble, enfin, les gens, il y a une auditrice qui me dit, moi, mon cancérologue m'a dit de me faire vacciner, je me suis fait vacciner, et je me fais traiter de collabo. Donc, et quel est le pays du monde où il y a un président de la République qui a dit non, ne vous vaccinez pas? En quoi le vaccin aujourd'hui est devenu un acte politique? Oui. C'est ça, très intéressant. Pour vous, Marianne, vous dites je me vaccine. Pourquoi c'est devenu un acte politique? Parce qu'il y a des accords dont on ne connaît pas les tenants et les aboutissants avec les laboratoires. Il y a des traitements. Des laboratoires étrangers. Il y a l'azithromycine qui marche, à condition qu'elle soit donnée au bon moment. Non, elle ne marche pas. Ça marche pas. Ça marche. Moi, ma sœur a été malade. Elle est restée. Moi, ma sœur a pris le Covid pendant une semaine. Il y avait des ordres de ne donner que du Doliprane. Elle a été malade comme un chien. Elle ne pouvait pas manger, elle avait plus de 42 fièvre. Je lui ai dit, appelle ton médecin, fais-toi prescrire de l'azithromycine. Dès qu'elle a pris l'azithromycine, il n'y avait plus rien. La fièvre est tombée, elle a recommencé à manger. Oui, mais c'est vous êtes médecin, vous devriez faire des études de médecine, donc vous êtes meilleur. Non, mais c'est intéressant de vous entendre, Marianne. Donc vous dites qu'est-ce qui va se passer effectivement dans les jours qui viennent quand vous ne pourrez plus aller dans certains endroits parce que vous ne pourrez plus vous faire tester. C'est ce qui va être, c'est ce qui va devenir compliqué. Merci en tout cas de nous avoir appelé. Je voudrais dire une chose. Oui. Alors, je vais me faire encore des adversaires, mais on a une question qui est personnelle. On est pour, on est contre, on est inquiet, et ça, c'est parfaitement respectable. Oui, et par exemple, moi, je le dis, je n'étais pas favorable à la vaccination des enfants. Voilà, au début. Voilà, parce qu'ils sont très peu sensibles aux risques et finalement on va leur demander de se faire vacciner au profit d'autres qui sont beaucoup plus sensibles et dont certains, et on vient de l'entendre, refusent d'être vaccinés. Qui soient obligatoirement vaccinés. Donc là-dessus, il y a la question qui est individuelle, mais il y a la question collective. On participe à une société, on vit ensemble, et donc moi je considère qu'on a aussi une responsabilité vis-à-vis du collectif. Vous voyez, Marianne, on a le même âge, moi je me suis fait vacciner parce
parce que je rencontre beaucoup de gens. J'avais bien sûr le souci de me protéger, mais j'avais le souci aussi, et pardon, et je suis pas formidable, parce que c'est le cas de beaucoup de gens qui raisonnent comme ça. On est tous comme ça, de protéger aussi les autres et de permettre aussi au pays de retrouver une vie, je l'espère, de plus en plus normale. Parce qu'on a subi l'année dernière une catastrophe, on a vu notre économie qui plongeait, mais au-delà de notre économie, c'est l'ensemble de la relation sociale qui a plongé. Nous, sur Orléans, on a été obligés, et d'autres villes l'ont fait, de mettre en place des épiceries sociales pour nos étudiants à 19 ou 20 ans. Et la première fois qu'on met en place notre première épicerie sociale, vous savez combien il y a de jeunes qui viennent ? Plus de 500 à Orléans. On a été débordés. Débordés. Parce qu'ils étaient seuls, parce qu'ils n'avaient plus rien à manger, parce qu'ils étaient livrés à eux-mêmes. Alors je ne vais pas faire pleurer dans les chaumières. Mais voilà, donc on a cette responsabilité collective. Avec tout le pognon qu'on claque, comme et moi je pense que cela doit faire, si vous me permettez, Marianne, mais ça doit faire partie aussi de notre réflexion et de notre choix. Après, comme Valérie l'a dit, chacun est libre de son choix. Et c'est important que chacun reste libre de son choix. Mais je pense qu'on a cette double responsabilité. Précision pour Marianne, il n'y aura pas de passe sanitaire pour voter. Gabriel Attal l'a dit, jamais dans les bureaux de vote. Donc c'est pas bien quand même. Sinon, on aurait d'autres problèmes de statistiques avec Frédéric. Pas fou, Régis. Je voulais dire que c'est aujourd'hui collectif. Je veux bien, Serge, mais le problème, c'est que moi, j'écoute tout. Je trouve ça. Au-delà de la tragédie, je trouve ça assez passionnant, ce qui est en train de se passer, c'est cette technique de l'ARN, etc. Mais l'immunité collective, on a compris que c'était pas quelque chose qui allait être atteignable pour ce type de virus, et par conséquent, le vaccin reste une décision individuelle. Et je dis simplement que on est comme on est, c'est toujours un pari. Ne pas se vacciner est un pari, et se vacciner est aussi un pari parce que c'est 90% de protection, etc. Et puis il y a plein de choses qu'on ne sait pas encore sur ce vaccin. Moi, j'ai pas eu du tout. Alors là, mes deux injections, j'ai eu rien, même pas mal au bras, etc. J'espère que la troisième sera aussi confortable. Mais le problème aujourd'hui, avec ce système du pass sanitaire, je pense que c'est de nature à aggraver les contradictions, à aggraver les affrontements. Il y a deux pays que j'essaye de suivre un petit peu qui ont ouvert. 19 juillet, Boris Johnson a dit maintenant, on accepte le Covid et on a tout ouvert, leurs stades sont pleins, etc. Et le Danemark, il y a quelques jours. Est-ce que effectivement, il va bien falloir qu'on finisse par vivre avec ce virus et le plus tôt possible, qu'on y revienne quand même à une vie normale. Et évidemment, c'est une maladie nouvelle, un peu comme le sida. Pour lequel on n'a pas trouvé grand-chose, en tout cas pas de vaccin, des traitements aujourd'hui assez lourds, assez difficiles, assez onéreux d'ailleurs, mais il va falloir qu'on en sorte. Bah oui, il va falloir qu'on en sorte. Pour l'instant, on n'en voit pas trop le. On est quand même, je pense, moi je ne suis pas d'un naturel totalement optimiste, mais je pense, alors je vais peut-être passer pour imbécile dans quelques mois, mais j'espère qu'on est en train de sortir, s'il n'y a pas d'ailleurs. Je ne suis pas médecin, mais d'autres mutations. Parce qu'on est dans une course contre la montre, là. D'ailleurs, on le voit dans nos enquêtes, Yves Fiducial pour Sud Radio, que l'inquiétude à l'égard du virus baisse. L'inquiétude à l'égard des conséquences économiques du virus baisse aussi, l'effet du quoi qu'il en coûte. Par contre, la dimension qui ne baisse pas, ce sont les variants. On a 3/4 d'inquiétude. Les Français ont bien compris que oui, c'est cette question des variants. On a eu alpha, bêta, gamma et delta qui empêche le retour à la vie normale. On continuera évidemment d'en parler. On n'a évidemment pas pu traiter des autres sujets. On n'a pas parlé de la droite. Mais il y a des questions la droite, on a le temps. Qui peuvent être, oui, on a le temps. Je pense qu'on a largement le temps. Aussi, mais qui sont intéressantes aussi sur la responsabilité de ceux qui ne se vaccinent pas et est-ce qu'ils doivent être pris en charge dans les hôpitaux. Est-ce qu'on doit leur demander de payer du coup je ne sais pas qui a évoqué ça. Disant très modestement que d'abord c'est proportionnel, mais vous ne voulez absolument pas vous vacciner. Vous êtes en réa, à l'hôpital, ça coûte une fortune, etc. Évidemment, on vous soigne, mais payez un petit peu. Proportionnellement, me paraîtrait... Une chambre, une nuit en réa, ça coûte plusieurs millions d'euros. Oui, mais le symbolique. Allez, merci à tous les quatre. Dans un instant, c'est le retour d'André Berkoff que vous êtes nombreux à attendre avec impatience.